Bonjour à tous, donc merci d'être venus. Alors, je suis Félix Petit chez Elastic, j'occupe la position de spécialiste sur des offres de search packagées qui sont assez nouvelles chez Elastic puisqu'elles sont issues du rachat d'une startup qui s'appelait du coup SwiftType. Et je vais vous présenter alors, très rapidement l'ensemble de ces solutions et un peu plus en profondeur une de ces solutions qui s'appelle AppSearch. Alors, un peu de contexte avant de rentrer dans les détails de ces solutions. Je vais faire une petite introduction sur ce qu'est SwiftType, ce qu'était SwiftType. Donc SwiftType est né de la réflexion et de l'intelligence de Matt Riley et Quinn Oxie, qui en 2012 ont découvert Elasticsearch et ont voulu démocratiser en fait le search avec Elastic et le mettre à disposition de personnes qui soit n'ont pas de capacité, n'avaient pas de capacité de développement en Elasticsearch, ne souhaitaient pas gagner l'expertise Elasticsearch, ou soit n'avaient pas de capacité de développement tout court en application ou en développement web. Ils ont donc créé plusieurs solutions basées sur la technologie d'Elasticsearch, donc une plateforme SwiftType qui est basée sur cette technologie. Et la première solution qu'ils ont sortie, c'est SiteSearch. Donc SiteSearch qui est en fait, comme vous le comprenez, une solution de search out of the box qui en fait permet d'intégrer très facilement un search dans un site internet et qui repose principalement sur un web crawler qui va indexer les pages HTML. La deuxième solution qu'ils ont sortie et que je vais présenter, dont je vais faire une démo tout à l'heure, c'est AppSearch. AppSearch, c'est une solution qui, elle, est à destination des développeurs qui soit ont une compétence Elasticsearch, mais n'ont peut-être pas le temps de développer un moteur de recherche complètement avec Elasticsearch, ou ont le temps de le faire, mais ne savent peut-être pas développer l'IHM derrière qu'ils souhaiteraient mettre à disposition peut-être des équipes métiers pour que ces équipes puissent ensuite personnaliser leur moteur de recherche. Et deuxième cas de figure, des développeurs d'applications qui n'ont pas l'expertise Elasticsearch et qui souhaitent intégrer un moteur de recherche complet qui va leur offrir tout ce dont ils ont besoin, parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de faire absolument tout ce qui est possible d'être fait avec Elasticsearch dans leur moteur de recherche pour leur application. Et troisième solution, qui n'est pas encore sortie puisqu'elle est en bêta, c'est en bêta fermée, c'est Enterprise Search. Donc là, on est sur un moteur de recherche interne d'entreprise qui va permettre en fait de faire de la recherche de documents, de la recherche d'articles ou tout type d'éléments en interne dans une entreprise et qui va reposer principalement sur un ensemble de connecteurs à différentes plateformes, SharePoint, Jira, Confluence, entre autres, et aussi sur un web crawler. La slide n'est pas totalement exacte, puisque potentiellement on pourrait indexer un site internet d'entreprise ou un site intranet avec. Voilà, alors, en fait, j'ai déjà tout dit, mais voilà, c'est là. SwiftType a été racheté par Elastic l'an dernier et a été racheté par Elastic pour deux principales raisons. La première, c'est parce qu'elle repose sur la technologie d'Elasticsearch, donc ça a un sens technique. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a aussi un sens en termes de solutions que souhaite offrir Elastic à ses utilisateurs et à ses clients. Ce sens, c'est de simplifier l'accès à Elasticsearch pour certains use cases bien définis. Voilà. Donc SiteSearch, alors je ne vais pas faire de démo de SiteSearch, mais c'est un produit qui est très simple, que vous pouvez tester directement sur notre site, puisqu'il y a un trial de 14 jours qui est gratuit et qui est disponible. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va en fait tout simplement entrer l'URL du site qu'on veut crawler. Et ensuite, on va pouvoir choisir le type de language analyzer qu'on souhaite utiliser pour indexer les données. On va avoir accès à une console d'administration qui va permettre très facilement de faire du result ranking, d'impacter ici la pondération, de créer des synonymes et tout ça avec une interface qui est très user-friendly, comme vous le voyez. Donc, l'idée de SiteSearch, c'est de mettre à disposition cette technologie
à des web développeurs qui du coup vont pouvoir aussi l'intégrer dans le front-end du site de façon très simple. Alors j'ai pas de slide là-dessus, mais en fait dans l'interface vous avez à disposition un snippet JavaScript qui est déjà défini out of the box, que vous pouvez tout simplement intégrer dans le code de votre site et qui va vous mettre la barre de recherche de SwiftType, enfin de Site Search du coup maintenant, directement sur votre site. Donc il y a en plus ici, alors ça se passe en fait en bas à droite, c'est ici que ça se passe exactement, et on a en plus intégré dans cette barre, enfin dans cette partie de notre console d'administration, la possibilité de faire quelques modifications très sommaires de ce front-end pour tout simplement soit les clients qui n'ont pas trop de compétences de développement là-dessus, ou qui souhaitent tout simplement faire le plus rapidement possible. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble le front-end out of the box de Site Search, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Lyft, qui est un gros concurrent de Uber aux États-Unis. Et si vous allez sur help.lyft.com, c'est Site Search, et c'est le format out of the box. Ils ont fait qu'une seule modification, c'est qu'à la base les caractères sont en bleu, ils les ont mis en rose tout simplement. Donc ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on peut faire en vraiment 3 clics, 2 minutes à peu près, pour installer sur le site web avec Site Search. Un autre client à nous qui vous permettrait de voir quel est le rendu en front-end, c'est TechCrunch. Je pense que vous connaissez tous TechCrunch. Voilà, c'est Site Search depuis plus de 3 ans, je crois maintenant, qui permet de faire la recherche directement de tous leurs articles sur leur site. Et un autre parlant qui me vient en tête, Netflix. Si vous allez sur help.netflix.com, c'est Site Search aussi. Voilà. Un petit peu pour Site Search. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps. Une autre solution qui n'est pas sortie, donc je vais avoir très peu d'informations à donner dessus, c'est Enterprise Search. Enterprise Search, on est sur une bêta fermée depuis 1 an. Ça fait 1 an que les équipes d'Elastic développent en fait des connecteurs supplémentaires, puisque la solution elle fonctionne déjà depuis 1 an. Mais depuis le rachat de SwiftType par Elastic, Elastic souhaite que le nombre de connecteurs qu'on fournisse out of the box soit beaucoup plus conséquent que ce que SwiftType avait développé au départ. Et donc ça fait 1 an que les équipes travaillent sur les connecteurs. Comment ça va fonctionner ? Les administrateurs vont accéder à une console d'administration, exactement comme celle, enfin plutôt proche de celle de Site Search juste avant, qui va permettre d'ajouter les connecteurs et de créer les accès en fonction des users. Vous voyez alors, ici qu'on a aussi la possibilité d'utiliser le web crawler. Et aussi, il y a une API spécifique qui a été développée pour les cas de figure où on n'aurait pas le connecteur dont les sociétés ont besoin. Voilà. Et en front-end, on va aussi proposer un front-end out of the box, encore une fois pour les sociétés qui ne souhaiteront pas développer ou l'intégrer à peut-être un intranet qu'ils ont déjà, qui va ressembler à peu près à ça. Donc vous voyez, quand on fait une recherche, on peut ensuite filtrer par source sur la gauche. Et bien entendu, il y aura la possibilité de développer son propre front-end de l'autre côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur Enterprise Search. Et je vais passer sur App Search. Alors pour App Search, je vais faire une démo sur une application qu'on a développée spécifiquement pour le montrer. Donc c'est une copie un peu grossière de Yelp ou un sorte de TripAdvisor ou La Fourchette éventuellement. Donc où je vais avoir la possibilité de rechercher des restaurants à New York. Donc si je commence à taper sushi, alors, voilà, je vais avoir ici les sushis qui vont être proposés en autocomplete. On a intégré, nous, dans notre application, des tags pour permettre d'identifier l'endroit où je clique. Et donc, ici, voilà, l'endroit où la query a été faite. Ça va nous servir pour faire de l'analytics ensuite derrière. Donc, c'est très simple à mettre en œuvre. Alors, je vais refaire. Voilà. Donc le front-end, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais vous avez un peu une idée d'un exemple d'application qu'on pourrait développer avec ça. Comment ça se passe de l'autre côté? Donc voilà, ça c'est le back-end de App Search. Alors on va commencer par créer un engine au départ, donc on lui donne un nom.
Hop. On choisit un language analyzer, donc on propose un universel pour les cas où la recherche peut se faire dans plusieurs langues et vous n'avez peut-être pas envie de créer un engine par langue éventuellement. Mais sinon, on propose 13 langues en ce moment. Il y en a d'autres qui vont venir prochainement dans la liste des language analyzers. Et ensuite, on crée l'engine. Alors, je ne vais pas le faire. Voilà. On arrive ensuite sur cette partie-là. Alors, à l'origine, il n'y a pas de document. Moi, vous voyez, quand je viens ici, il y a l'ensemble de mes documents, donc mes restaurants, qui sont indexés. Comment on indexe les documents si on n'a pas de documents? Alors, on peut copier du JSON. Et là, vous voyez d'ailleurs à quoi ressemble la structure des données. Donc, c'est très simple, tel qu'il faut les mettre dans le fichier JSON. Et après, si je fais continue, ben, ça va indexer là mes deux faux documents qui sont là. Mais le mieux, c'est d'utiliser l'API d'indexation et d'envoyer directement ces documents par l'API. Voilà. Les documents arrivent ici. Donc là, j'ai tous les champs qui sont reconnus automatiquement par la solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va pouvoir modifier le schéma, la structure du document directement à la volée. Voilà. Donc là, par exemple, si on regarde la 4e ligne rating, on voit que c'est un champ de type texte, alors que le rating, c'est plutôt un nombre normalement. Donc je vais le modifier. Et le reindexing se fait automatiquement. Et côté user, côté des utilisateurs de mon application, il n'y a aucune interruption de service. Voilà. Donc là, on simplifie énormément la modification de la structure d'un document pour des administrateurs d'applications ou des développeurs qui auraient besoin de le faire. Ensuite, alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tout ce qu'on fournit dans l'interface ici, bien entendu, il y a une API pour absolument chacun des éléments qu'on peut modifier dans l'interface. On a fait une interface parce que c'est ce que beaucoup de clients souhaitent, mais c'est un produit qui est avant tout pensé, en tout cas AppSearch, pour les développeurs. Voilà. Donc tout est faisable par API. L'avantage de cette interface, c'est que bon, déjà c'est un peu plus commode pour certaines tâches que peuvent faire certains développeurs, mais c'est aussi de mettre à disposition cette interface à des personnes au sein des organisations qui ne sont pas forcément des développeurs et qui vont avoir besoin de modifier par exemple la pondération dans la recherche et qui souhaitent justement faire ça de façon autonome. Puisque dans beaucoup d'organisations, quand ils souhaitent le faire, alors soit ils vont devoir demander directement aux développeurs de le faire, et donc dans ce cas, tout le monde perd du temps, soit ils vont ouvrir un ticket, enfin, c'est des démarches qui sont plus compliquées. Là, voilà, ils vont avoir une autonomie là-dessus. Donc je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure. Voilà, sushi. Donc là, on voit qu'il y a un scoring qui est attribué à chacun de mes résultats de recherche. Et très rapidement, je vais pouvoir modifier. Bon, bah là, par exemple, typiquement, alors, j'ai déjà mis le business name, on va le monter un peu. Non, il était déjà trop élevé. Je vais le réduire. Voilà. Et là, automatiquement, en le réduisant, on voit que ça a changé le scoring et que c'est plus Aya Sushi qui est premier, mais c'est Noda, qui n'a pas justement le mot sushi dans le titre, qui prend la première place. Voilà, bon, ça, j'imagine, c'est très simple et vous comprenez un peu le fonctionnement. Il y a une fonction un peu plus avancée dans AppSearch qui est intéressante au niveau justement de la manipulation dans les résultats de recherche dans la pondération, c'est la notion de boost. C'est-à-dire qu'au-delà du mot qui est dans la query qui va impacter le résultat de recherche, on va aussi pouvoir booster certaines valeurs qui ne sont pas dans la query. Par exemple, typiquement ici, accept reservation. Ça veut dire est-ce que mon restaurant accepte les réservations? Donc les résultats, c'est oui ou non. J'aurai donc jamais le mot sushi. Donc ça n'a aucun intérêt que ma pondération fasse le calcul sur cette notion-là. Par contre, je veux peut-être promouvoir ou du moins donner plus de visibilité aux restaurants qui acceptent les réservations pour plusieurs raisons. Et donc dans ce cas-là, je vais chercher true. Et c'est Elephant Sushi qui est passé devant parce que Noda Sushi, a priori, il ne devait pas accepter les réservations. Donc, il a été déranké. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est la notion de boost sur une valeur. Mais on peut aussi vouloir booster à partir de données chiffrées. Et dans ce cas-là, on parle de boost fonctionnel.
Alors, on propose plusieurs types d'algorithmes là, de boost. On peut ensuite faire des multiplications, des additions. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout simplement parce que je ne le maîtrise pas. Mais voilà, si je veux faire en sorte que les restaurants qui sont les mieux notés soient mieux rankés, bah, tout simplement, bah, ça s'est fait tout seul déjà. En fait, même avec Sushi Time était passé devant. Donc Sushi Time, si on prend le détail, il accepte les réservations. Il a le mot sushi. Alors j'avais un peu réduit le poids du business name, mais il a surtout le rating à 5. Et j'imagine que Elephant Sushi, bah, il n'y est même plus, donc il ne devait pas être bien noté. Voilà. Donc, alors c'est un exemple dans un cas très précis, mais j'imagine que vous pouvez assez vite voir quelles sont les possibilités dans d'autres domaines. Typiquement, si on est un site de e-commerce, on peut faire ça sur le revenu. Si on est dans les médias, on peut faire ça sur la popularité. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette notion de boost fonctionnel. Et on a un troisième type de boost qui est le proximity boost. Et là, bah, c'est très simple, vous l'avez compris, encore une fois, plusieurs possibilités. On va booster les résultats à partir des données géographiques, donc latitude, longitude, en fonction d'un point. Alors là, si je mets par exemple, on va prendre Kuishinbo. Hein, où est la localisation? Elle est là. Et je vais booster la localisation Kuishinbo. Et évidemment, Kuishinbo, il se retrouve tout en haut. Alors là, c'est un exemple qui n'est pas du tout pertinent, parce que ça n'a pas trop de sens de faire ce que j'ai fait, c'est juste pour la démonstration. Mais si vous faites une application iOS, Android, bien entendu, vous avez la position GPS des utilisateurs, et on peut très bien imaginer ce qu'on peut faire en termes de boost de proximité par rapport à l'utilisateur. Et ça, très facilement. On ne peut pas le faire depuis l'interface. Là, c'est par l'API qu'on va pouvoir faire ce genre de réglage, mais c'est très facile à faire. Du moins pour des développeurs, pas pour moi. On va avoir aussi, via l'interface et via les API, la notion de curated. Alors, curation. Donc là, l'idée, c'est d'aller modifier la recherche organique que je viens de créer dans la relevance tuning juste avant. On va prendre encore Sushi. Voilà, ça, c'est ma recherche organique de tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit, mais ça, c'est la... Il y a le business name quelque part? Ah non, mais j'ai fait quitter, j'ai pas sauvegardé. Ouais. Bon, bah, c'est du coup Noda qui est devant, parce que j'ai pas sauvegardé. Tant pis. Et puis en plus, là, j'ai fait retour arrière, donc on va recommencer. Voilà. Ah. Ouais. Voilà. Donc, il est là. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, tout simplement, c'est promouvoir manuellement des résultats dans la recherche. Alors, ça peut être des restaurants de sushi, puisque là, j'en ai dans la liste, donc il me suffit de cliquer sur celui-là. Et là, quels que soient les réglages que j'ai définis avant, celui-ci sera toujours en haut. Et ça peut être aussi des documents qui ne sont même pas dans la query sushi. Si je veux absolument promouvoir un restaurant mexicain, quelle que soit la recherche, je peux le faire. Bon, peut-être que les gens finiront par aller au Mexique. Voilà, c'est possible en tout cas de le faire. Et on peut aussi, de la même façon, masquer des résultats ou impacter le ranking ici directement. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Tout ça, on peut aussi le faire via l'API, parce que, évidemment, là, je prends un exemple, mais si on doit le faire pour, je ne sais pas, 100 queries différentes, et qu'on doit faire 100 fois cette manipulation, ça va consommer beaucoup de temps. Via l'API, on peut l'automatiser ou l'industrialiser un peu plus que ça, et donc gagner beaucoup de temps. Dernière notion dans ce paramétrage des réglages, les synonymes. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, vous comprenez tout à fait ce à quoi ça signifie. On peut créer des sets de synonymes par l'interface et encore une fois, on peut en envoyer des buckets entiers par les API. Bon, là, je pense que je n'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail. On a ici la possibilité de voir les logs API, mais on peut les extraire via une API qui est fournie. Ce que je souhaite vous montrer plutôt, c'est la partie Analytics. On fournit au sein de la solution une partie Analytics qui va vous offrir un peu tout ce qui est souhaitable d'avoir en termes de données analytiques sur un moteur de recherche
comme celui-là. Donc, les top queries qui ne présentent pas de résultats, les top queries avec clic, no clic, et les queries récentes. On peut aussi les extraire via une API, puisque certaines personnes qui gèrent du contenu de recherche aiment bien faire ce genre d'analytique avec Google Analytics ou d'autres outils. C'est tout à fait possible d'extraire les résultats ici et de les utiliser avec une autre solution. Donc tout simplement. Alors ensuite, 2-3 dernières choses. On peut créer des rôles différents d'utilisateurs. Voilà, typiquement, le développeur qui a développé l'application peut-être souhaitera être l'owner et avoir absolument tous les droits sur l'application. Et peut-être que les personnes qui sont, alors je ne sais pas, marketing et qui veulent modifier les résultats, elles ne seront qu'administrateurs. Dans l'environnement, il n'y a pas tous les rôles, il y en a 4 aujourd'hui. Il y a aussi viewer et je suis en train d'oublier le 4e, mais voilà, il y a différents types de rôles et il est prévu qu'il y en ait plus dans pas très longtemps. Voilà. Dernière chose sur la démo, la création de clés API. Donc on a fait en fait un système très simple pour créer des clés via l'interface. Donc on donne un nom. Hop. Voilà, on a 3 types de clés, privé, public et privé admin. On peut leur donner un accès lecture ou écriture et l'accès à tous les moteurs ou à certains moteurs. Bon, moi j'en ai qu'un seul, mais là ensuite il suffit de cocher ce qu'on souhaite. Voilà, l'idée c'est de donner des accès très simples aux différentes clés et ensuite de les gérer ici directement. Voilà, c'est très très simple. Donc voilà la partie démo d'AppSearch. Je vais revenir un peu sur ma présentation. Voilà, ça c'est une partie des API disponibles. Donc l'idée d'AppSearch, c'est de vous fournir les API que vous n'avez pas avec Elasticsearch, du moins pas pour toutes, et de vous mettre à disposition pour gagner du temps ou se simplifier la vie en créant un moteur de recherche. Donc voilà, là j'en ai mis une partie. Ça, là, je vais aller un petit peu sur certaines fonctions avancées d'AppSearch. Il est possible avec AppSearch de faire aussi du result grouping. Alors, je prends 2 exemples, un mauvais élève, un bon élève. Le mauvais élève, c'est celui de gauche. Si je cherche sneakers sur leur site, je me retrouve 8 fois ou plusieurs fois avec le même, mais c'est le même SKU, mais avec les différentes versions de la chaussure, ce qui est peut-être pas très pertinent en tant que client. Alors que chez Zalando, on a en fait les différents SKU qui sont chacun représentés par une image différente et quand on passe le curseur sur une basket, on le voit un tout petit peu en bas à droite, c'est un tout petit, on a les différentes versions de la basket qui sont regroupées au sein d'une même basket. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire avec AppSearch, alors pas via l'interface, mais via les API très facilement. Voilà, alors Zalando, pour l'anecdote, c'est avec Elasticsearch qu'ils ont fait le moteur de recherche. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi en exemple. Le boost, en fait, je l'ai fait dans la démo, donc j'avais une slide. Voilà, vous pouvez tester AppSearch et SiteSearch pendant 14 jours gratuitement sur le site d'Elastic. Donc je vous invite à le faire, ça vous permet de découvrir un peu ce que c'est et puis de jouer avec. Et puis c'est tout pour moi, donc je vous remercie.